Il était une fois une équipe de développeurs passionnés par leur métier, qui cherchaient sans cesse à améliorer leur processus de développement, la qualité des logiciels qu'ils pouvaient fournir et les outils de collaboration qui leur permettaient de communiquer entre eux. Un jour, un collègue, qui les entendit parler de ceci, vint leur parler de Postman et leur dit que cet outil pouvait éventuellement répondre à leurs besoins. Les deux développeurs furent très étonnés, puisque pour eux, Postman était simplement un outil leur permettant d'exécuter des requêtes HTTP. Leur collègue leur expliqua qu'effectivement, Postman pouvait permettre d'exécuter des requêtes HTTP, mais pouvait également leur permettre de travailler dans un environnement collaboratif, avec des requêtes partagées en temps réel, écrire des spécifications d'API et même écrire des tests automatisés. Emballé par les promesses de Postman, l'équipe décida de l'intégrer dans leur process de développement. Très vite, Postman devint le héros méconnu de cette équipe et leur permit de se concentrer sur la qualité des logiciels produits, ainsi que la valeur à ajouter aux différentes features. Bon, j'espère que cette histoire quelque peu édulcorée vous a bien motivé là pour qu'on puisse partir ensemble dans un voyage vers l'infini et au-delà avec Postman. Je m'appelle Alan Duchesne et je suis développeur full stack chez Zenica. Alors pour commencer, à main levée, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais utilisé Postman, jamais entendu parler de Postman, jamais vu Postman dans la salle? Tout le monde? Parfait. Alors sans plus de fioriture, on va passer directement dans l'interface de Postman. Alors je vais commencer par placer un peu le contexte. Sur mon poste, j'ai une API qui tourne en local et qui va me permettre de jouer avec des dinosaures. Cette API, elle est dite sécurisée, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir accéder à mes services sans avoir une pièce d'identité qui ici va être un token. Ce token, je vais pouvoir le récupérer en appelant un serveur d'authentification et ensuite je vais pouvoir donc appeler mes différents services. Deuxième contexte, ici je suis actuellement sur l'application client lourd Postman. Il y a aussi une application web et je suis connecté avec Buzz l'éclair. Et tout ce que je vais vous montrer dans les démos, ici, c'est le plan gratuit de Postman. Donc il y a des versions payantes, mais là je montre que des choses qui sont gratuites. Donc si vous êtes chaud ce soir en rentrant, vous pourrez lancer Postman et essayer tout ce que vous avez envie. Tout ce que je vais vous montrer en tout cas. On va entrer dans les bases de Postman. Ici, je vais pouvoir mettre une URL qui va me permettre d'accéder à la ressource qui correspond. Donc je vais aller récupérer un token sur mon serveur d'authentification. Ici, je peux choisir mon verbe HTTP. Donc là, c'est une requête POST. Si je clique sur Send, ça va exécuter la requête. Et en bas, je vais pouvoir récupérer le token qui va me permettre d'accéder à mes ressources. C'est OK au fond pour la taille? Vous voyez bien? Nickel. Donc je vais copier ce token. Ici, on voit aussi le code statut HTTP 200. Je vais aller observer des dinosaures. Et si j'appelle cette ressource-là, qui est sur mon poste, on me dit tu as une 501, tu as un problème d'authentification. Donc soit je vais passer dans les headers l'autorisation d'un bearer token, soit dans Postman, je peux choisir directement ici, dans l'onglet Authorization, un type d'authente. Donc je vais prendre le token bearer, je vais le passer ici, je vais exécuter ma requête, et dans la partie des réponses, je vois un tableau vide. Bon, c'est pas très impressionnant, parce que pour l'instant, il n'y a pas de dinosaures sur ma planète. Je vais supprimer ça, qui traîne, hop. Et maintenant, je vais faire naître un dinosaure. Donc pour ça, je vais appeler la même URL. Cette fois-ci, je vais faire un post, au lieu d'un get pour récupérer tous les dinosaures tout à l'heure. Et je vais lui passer un body, ici, qui respecte le contrat d'interface de mon API. Donc ici, j'ai un slug ou un identifiant unique. J'ai un prénom, un nom de famille et name, c'est pas très bien nommé, mais c'est, on va dire, le nom scientifique du dinosaure. Je vais devoir lui donner aussi un token. Je vais exécuter la requête. Et ici, je vais la réponse de mon API avec un contrat d'interface aussi qui me dit que j'ai mon identifiant, prénom, nom de famille et nom scientifique. Donc voilà un petit peu pour les bases de Postman. Je vais revenir sur ma présentation. Ça vous fait pas trop vomir, j'espère, les changements d'écran, parce que ça ne va pas être le dernier. Donc ça, c'est un peu le niveau 0 avec Postman, avec l'envoi de requêtes. Donc petit récapitulatif, on a construit une requête, on a pu passer de l'authentification pour accéder à une ressource, et on a reçu une réponse.
Une question que je vais vous poser souvent pendant ce talk-là, à main levée, est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Normalement, il ne doit pas y avoir beaucoup de mains. Ok, super, c'était prévu. Hop. Allez, on passe au niveau 2. On va passer sur les variables. Donc Postman nous offre la possibilité de gérer des variables pour faire pas mal de choses dans l'environnement de Postman, et ça va nous permettre, entre autres, de nous éviter de répéter les mêmes informations partout. Donc là, par exemple, sur l'observation de mes dinosaures, sur la naissance d'un dinosaure et sur la disparition d'un dinosaure, on voit que j'ai la même base de l'URL qui est ici. Donc ça, j'ai pas envie de me le répéter tout le temps. Si par exemple, au lieu d'exposer mon API sur le port 3010, je décide de l'exposer sur le port 3011, ça va être chiant parce que je vais passer sur toutes mes requêtes et je vais devoir toutes les mettre à jour à la main. Donc pour ça, je peux prendre l'URL qui est là, avec un template mustache. Ici, je peux dire que j'utilise une variable du nom d'URL. Si je vais au survol, Postman me dit j'arrive pas à résoudre ta variable, je la connais pas. Donc je peux ajouter une nouvelle variable, lui donner une valeur, et ici, lui donner un scope. Le scope, ça va être la visibilité de ma variable. Où est-ce que je vais pouvoir avoir accès à tel ou tel endroit dans mon application, dans mon environnement Postman. Donc soit c'est global, et là j'ai accès partout, soit c'est environnement, et ça va être en fonction de l'environnement sur lequel je suis actuellement sélectionné. Donc là j'ai une notion d'environnement, je suis en local, donc je vais mettre des informations qui vont caractériser mon environnement local. Et si je fais le parallèle avec le monde du dev, ça va être par exemple un environnement de qualification, de pré-prod, de production, ou tout ce que vous avez envie de faire. Je peux également avoir des variables avec un scope de collection. Donc les collections, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais c'est les dossiers qu'on retrouve sur le côté qui vont me permettre d'organiser mes requêtes à l'intérieur. Donc ici, ma variable localhost 3010, je vais avoir envie de la mettre plutôt dans mes variables d'environnement parce que c'est une donnée de type infra et je trouve que ça colle bien ici avec une variable d'environnement. Je mets set la variable. Si je vais au survol ici, ça me dit voilà la valeur en cours de ta variable avec le scope environnement. Je peux ici avoir ma liste d'environnement, cliquer là pour avoir le détail, une visibilité sur mes variables, ou cliquer sur Edit pour le voir de manière un peu plus sympa, ici. Et je retrouve en bas la variable que je viens de créer. Il y en a plein d'autres ici que j'avais déjà préparées pour les besoins de la démonstration. Je peux la supprimer, je peux en ajouter une nouvelle, et je peux ici définir un type. Soit par défaut, donc c'est ce que vous voyez les valeurs actuellement, soit secret pour des informations qu'on va dire sensibles. Donc ici, typiquement, c'est mon client ID, mon client secret qui vont me permettre de négocier un token auprès de mon serveur d'authentification. Je n'ai pas envie que vous puissiez le voir puisque vous pourriez m'embêter avec ça. Donc ça, c'est les premières informations sur les variables. Hop, je vais tout fermer. Ensuite, on a vu une deuxième chose tout à l'heure qui était un peu pénible, c'est la réutilisation du token. Je prends mon token, à chaque fois, j'ai besoin de le remettre dans toutes mes requêtes. Donc ça, c'est chiant, on n'a pas envie de se le faire à la main, ce serait bien qu'on puisse le faire de manière un peu plus automatisée. Alors pour ça, Postman va nous permettre, via l'onglet test, je détaillerai un peu plus ce que c'est par la suite, mais cette partie-là, c'est du code JavaScript qui est interprété et qui va être exécuté une fois la réponse à ma requête reçue. Là-dedans, je peux utiliser un objet PM pour Postman qui est mis à disposition dans l'application Postman et qui me permet de faire plein de choses. Plein de choses qu'on va découvrir en partie au fur et à mesure du talk. Donc ici, je peux par exemple récupérer la réponse à ma requête, la parser en JSON parce que mon API, l'API de mon serveur d'autorisation renvoie les objets au format JSON. Je récupère cette réponse. Encore une fois, via l'objet PM, je vais aller mettre à jour dans mes variables de collection une variable token avec la valeur qui revient en réponse ici. Donc si je fais envoi, que je clique sur ma collection et que je vais sur l'onglet variable, je vois la variable token qui est valorisée ici avec ce que j'ai reçu en réponse. Bon, on ne va pas vérifier si c'est la même, mais faites-moi confiance. Si je vais là-dedans, j'avais préparé ma requête observer tous les dinosaures, je retrouve le token ici. Si je vais au survol, vous voyez que c'est une variable de scope collection avec une valeur en cours. Donc là, ça me permet de l'exécuter une fois et elle est stockée dans mes variables et puis je peux la réutiliser partout dans les requêtes en dessous.
Je reviens sur ma présentation. Un petit résumé de ce qu'on vient de voir. On a vu que les variables avaient différents scopes, qu'elles avaient des types, default ou secret, qu'elles pouvaient être mises à jour de manière dynamique ou manuelle, et si elles étaient mises à jour de manière dynamique, donc programmatique, on allait passer par l'objet PM. C'est un peu le niveau 2. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose dans la salle ici? Ok, ça augmente. Hop, on va quand même monter d'un petit niveau. Alors, ce qui est plutôt cool dans Postman, ça va être tout ce qui va être travail collaboratif. C'est bien de travailler dans son coin, mais c'est encore mieux de travailler avec des petits camarades. Alors pour ça, on va pouvoir réutiliser la notion de collection, donc qui, je le rappelle, permet d'organiser ces requêtes. Ça, je vais pouvoir l'exporter, par exemple, via le bouton Export, le filer à quelqu'un va pouvoir le réimporter, travailler dedans. Je peux faire la même chose avec mes environnements. Donc, les environnements, je les ai sélectionnés ici aussi tout à l'heure, mais je peux passer par là, les exporter, en créer de nouveaux, etc. Donc déjà, ça c'est pas mal, mais c'est pas très pratique de faire ça tout le temps. Je vais pouvoir faire ça d'une autre façon, avec par exemple la notion de workspace. Donc, workspace pour espace partagé. Actuellement, je suis positionné sur un workspace, mais je vois que j'en ai 3 différents. Donc là, quand j'ai créé mon compte Buzz l'éclair, automatiquement Postman, il me rattache à un workspace qui s'appelle My Workspace. Ça va être mon workspace personnel, auquel personne ne peut avoir accès, hormis la personne qui est connectée, à savoir Buzz l'éclair. Au-dessus, on voit un workspace qui est un workspace d'équipe, parce que Buzz l'éclair est actuellement rattaché à une équipe, et tout le monde, toutes les personnes rattachées à cette équipe vont pouvoir partager les informations qui sont dans le workspace, les collections, les environnements, et de manière instantanée, si quelqu'un fait une modif, c'est répercuté sur les autres, et ils vont le voir instantanément. Et ensuite, on va pouvoir retrouver un workspace, que je vais appeler workspace partagé. Si je clique dessus, et que je vais voir les settings, ici, je vais pouvoir autoriser des personnes à consulter ce workspace-là. Donc soit je rajoute une équipe, l'équipe BrezCamp 2023 Team, dans laquelle Buzz l'éclair fait partie de cette équipe, et une autre personne, qui est une personne qui n'est pas rattachée à une équipe en particulier. Si je bascule sur l'interface Postman version web pour voir les propriétés de cette équipe, parce que je suis obligé de passer par là pour les settings des équipes, je vois que dans BrezCamp 2023 Team, j'ai Buzz l'éclair, j'ai Alan Duchesne et j'ai Marty Rex. Donc là, j'ai 3 personnes et qui ont des rôles particuliers. Donc Alan Duchesne, lui, il a un rôle admin, donc ça lui permet de faire de l'administration sur les membres de l'équipe, et les autres ont un rôle de développeur. L'admin a bien entendu le rôle de développeur qui découle de l'admin, et développeur, ça permet de faire toutes les modifications qu'on veut dans l'espace de travail. Donc modifier les collections, modifier les environnements, et toutes les autres choses qu'on va voir par la suite. Dans la version payante, il y a beaucoup plus de rôles, avec des permissions qui sont plus fines, mais j'en parle pas aujourd'hui. Ici, je reviens sur mon compte avec Buzz l'éclair. Je switch sur une autre application. Là, je suis dans un navigateur privé. Je suis connecté avec Marty Rex, qui fait, on l'a vu tout à l'heure, partie de mon équipe BrezCamp, qui a les droits de visibilité sur BrezCamp 2023, et on voit que j'ai les mêmes requêtes ici. Si je clique ici, que je me mets à modifier le nom, encore une fois très original sur les noms, le nom de ma requête, de ma collection, pardon, je rebascule à gauche, automatiquement, ça a été impacté sur la collection BrezCamp, et donc Buzz l'éclair le voit de manière instantanée. Donc ça, c'est très cool, c'est super puissant, mais comme vous le savez, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc c'est très puissant, mais c'est aussi hyper dangereux. Alors pourquoi c'est hyper dangereux? Déjà, je vais remettre en nom cool, faire un peu plus sympa. Je suis Buzz l'éclair, je vais ici, je vais observer tous mes dinosaures. J'ai un peu la flemme, je ne duplique pas ma requête. Je me dis, ouais, j'ai envie d'observer un dinosaure qui s'appelle Dinosaurus. Et là, vous voyez la petite pastille ici. Tant que je ne sauvegarde pas, c'est pas partagé. Je sauvegarde par inadvertance. Et bien forcément, côté Marty Rex, j'ai la modification qui est apparue. Donc là, j'ai pété ma collection et j'ai fait chier tout le monde dans mon équipe. Alors, comment on peut faire pour travailler de manière
plus intelligente, on va dire, sur cette partie-là, ce travail collaboratif. Alors, effectivement, je peux exporter, comme on l'a vu tout à l'heure, une collection, me mettre dans mon coin, modifier, et revenir ici, supprimer la collection, réimporter la nouvelle, modifier. Mais, dans Postman, on va pouvoir utiliser une notion de contrôle de version sur les collections ou sur les environnements. Ici, je vais pouvoir faire un fork de ce dossier, de cette collection. Je lui donne un nom sympa, ou là je ne change pas, et ensuite, je vais choisir un workspace de destination. Par défaut, il me choisit le workspace sur lequel je suis en cours. Bon, moi, j'ai pas envie, parce que si je le mets là, automatiquement, tous ceux qui ont accès à ce workspace-là vont le voir, et ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Donc, je pourrais le mettre dans mon workspace personnel, et là, personne ne le verrait à part moi, je pourrais faire joujou avec, il n'y aurait pas de problème. Mais je vais plutôt le mettre dans mon workspace d'équipe, où là, c'est seulement mon équipe qui va être concernée là-dessus, on va pouvoir faire des améliorations, travailler dessus, et ce sera plus sympa. Donc je fork la collection, je mets dans le workspace team, automatiquement je suis basculé sur le workspace team workspace, j'ai ici mon fork, et je vais dupliquer ma requête ici, pour faire ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir aller observer un dinosaure en particulier, Dinosaurus. Je lui mets un nom plus approprié, observer, si j'arrive à écrire, observer Dinosaurus. Je sauvegarde. Je vais voir côté Martyrex. Je vois que là-dedans, il n'y a pas la requête. Je suis bien détaché quelque part de la requête principale. Pourtant, pour autant, il y a un lien fort par rapport à la collection de références. Donc ça, c'est bien. Au moins, j'impacte pas les autres et je peux faire des choses là-dessus. Maintenant, je me dis, là, j'ai fait une requête qui est utile et qui peut servir à tout le monde, pas seulement aux membres de mon équipe, parce que là, je suis sur le workspace équipe, mais aussi aux membres de tous les gens qui ont accès au workspace Brestcamp dans lequel se trouve la collection originelle. Là-dessus, si je clique ici sur ma collection, je vais pouvoir retrouver sur la droite quelque chose qui parle peut-être à certains ici, créer une pull request. Je crée ma pull request, je lui donne un nom sympa, ajouter l'observation de Dinosaurus, je peux lui mettre une description, je peux trouver un reviewer, ici on me propose les gens de mon équipe, je vais mettre Martyrex, je fais créer ma pull request, et là je vois le diff qui me dit qu'est-ce qui a changé par rapport à la collection originelle. Donc on me dit que j'ai ajouté la requête, voilà, je ne peux pas rentrer plus dans les détails. Si je retourne côté Martyrex, que je clique sur ma collection de références, sur la droite, je retrouve ce petit onglet, ce petit menu pull request. Et je retrouve aussi fork qui me dit que récemment, il y a quelqu'un qui a créé un fork là-dessus. Si je vais sur pull request, on retrouve la pull request que je viens de créer et toutes les autres sur lesquelles j'étais très inspiré, encore une fois, sur les noms. Si je clique là-dessus, je vois exactement ce que je voyais de l'autre côté de l'écran. Donc soit je vais pouvoir l'approuver, soit je vais pouvoir la merger, ou soit je vais pouvoir la décliner comme je le fais maintenant. Decline pull request. Si j'avais choisi de la merger, ça aurait été rajouté dans la collection de références. Alors attention, là-dedans, la gestion de conflits, ça se passe un peu moins bien qu'avec Git, j'ai trouvé dans cette interface. Vous pourrez vous amuser à jouer avec. Hop, je rebascule sur ma presse. J'espère que j'ai rien oublié. Ça a l'air OK. Petit résumé, on a vu comment travailler en collaboration avec les collections, les environnements, soit les important, soit en les important et les exportant, soit de manière instantanée avec les workspaces partagés, soit avec du contrôle de version. Le tout est géré dans un workspace et on a vu un petit peu la notion de permission pour gérer les droits des utilisateurs et ce qu'ils pouvaient faire. Vous commencez à me voir venir. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose dans la salle? OK, on est bien. Allez, on monte quand même d'un niveau. Hop. Je ferme tout ça. Collection environnement. Je vais rebasculer sur mon workspace Brestcamp et on va parler spécification d'API. Si vous ne voyez pas le menu API sur le côté, soit vous cliquez ici, soit dans les configurations de votre workspace. Et par défaut, je crois que cette entrée menu-là est cachée dans Postman, donc il faut l'activer si vous voulez jouer avec. Je vais là-dessus.
Donc là, je vais pouvoir créer des API, donc des API web plutôt. Ici, je vais ajouter une définition, je vais partir from scratch, définition de type OpenAPI 3.0, au format YAML. Je crée ma définition, je mets n'importe quoi dedans pour l'instant, je retourne voir mon collègue Martyrex et automatiquement je vois que j'ai une nouvelle API qui est arrivée ici avec le index.yaml et des informations là-dedans. Je retourne sur BuzzLaker. Je supprime. Non, je ne supprime pas tout de suite. Ici, j'ai une API, et on voit au-dessus que j'en ai une deuxième. Sauf qu'il y a une légère différence. Là, on retrouve quelque chose qui s'apparente à une branche de contrôle de version. Donc les deux, ici, elles ont un comportement un petit peu différent. Celle-ci, elle est directement rattachée à un repository sur GitHub. Bon, on peut choisir d'autres plateformes, mais là, j'ai du code sur GitHub. Ici, les modifications, elles vont fonctionner de manière différente par rapport à ce qu'on a vu dans les collections, les environnements et une API qui n'est pas connectée à un repository. C'est-à-dire que les informations ne vont pas être immédiatement répercutées chez les autres utilisateurs qui ont accès à cette même API. Donc si je vais dans mon index.yaml, et ici je change 3.0.1 en .2, que je retourne sur Martyrex, que je vais dans mon dinosaure API et dans mon index YAML correspondant, super, il n'y a pas de 3.0.2. Alors pourquoi? Parce que ici on va basculer sur un fonctionnement en total contrôle de version par rapport à avant. Donc ici, en bas, je vois que je suis connecté actuellement sur la branche main. Je peux prendre plusieurs branches, mais là je vais regarder les changements sur ma branche main. Je retrouve mon index.yaml, je vois le diff avec le 3.0.2 par rapport à 3.0 et pas .1 comme j'ai montré, parce que je n'avais pas fait le push tout à l'heure, mais on voit les diffs, c'est pas grave. Ici, je peux soit faire un commit et push directement sur mate. Moi, ma branche est protégée. Donc, je vais plutôt créer une branche à côté, faire une branche n'importe quoi là-dedans. Je mets mon message de commit, je fais commit and push, et ensuite, je peux créer une PR. Et là, on va basculer dans un système plus classique avec des PR, plutôt sur GitHub. On sort de l'environnement Postman, et je vais pouvoir partager ça avec d'autres personnes et leur proposer la PR qui sera ensuite mergée. Et si moi je veux intégrer des changements du côté de mon API ici, eh ben, je vais pouvoir aller pull les changements en cliquant sur ce bouton. Là actuellement il n'y a pas de version différente par rapport à ma branche main qui est ici. Je n'en montre pas plus là-dessus. Je discarde mes changes, je ferme tout ça. Hop, voilà. Je reviens sur mon API. Je dégage celle-ci parce qu'elle ne m'intéresse plus. Confirmation de nom. Hop. Et je pars sur mon point d'entrée de spécification de mon API, index.yaml. Alors ici, on voit qu'il y a d'autres fichiers, parce que Postman il supporte le multifichier pour la spécification des API. Donc là-dedans, on ne va pas rentrer en détail parce qu'il y en a pas mal. Et je descends en bas sur mes composants. Quand je fais des définitions de mes composants, mes schemas, mes parameters et mes responses, eh bien, je peux aller chercher mes fichiers en fonction de l'arborescence que j'ai créé sur la gauche. Une fois que ça c'est créé, plus haut, dans mes définitions de mes différentes routes, je vais pouvoir aller chercher dans les components, décrits en bas, donc, avec cette nomenclature dièse/components, et si c'est dans les parameters, parameters, si c'est dans les responses, etc., etc. Ensuite, je vais pouvoir naviguer dans mes différents schémas via un contrôle-clic. Donc là, par exemple, c'est le endpoint pour lire tous les dinosaures. Je renvoie, si j'ai une 200 et que je renvoie tous mes dinosaures vivants et existants sur la Terre, que je fais contrôle-clic, je vais voir la description de mes dinosaures qui sont un tableau de dinosaure qui correspond à ce critère-là, ce que j'ai défini en tout cas dans ma spécification ici. Donc ça c'est plutôt coolos. Je peux agrémenter la documentation de mon API en cliquant dessus, ici, et faire quelque chose d'un peu plus élaboré, décidément sur les exemples, c'est pas ouf. La description ici, et automatiquement, cette partie-là par contre est automatiquement répercutée chez les autres utilisateurs qui ont accès à l'API et n'est pas versionnée. Là on reste plutôt dans du Postman. Si je peux agrémenter encore une fois la documentation en rajoutant des éléments à cette API. Donc par exemple, rajouter des éléments, ça va être ajouter une collection.
Soit je rajoute une collection que je crée from scratch, soit je rajoute une collection qui va venir de la partie collection sur la gauche, soit, et là c'est plus cool, je peux générer une collection depuis ce que j'ai défini dans mon API. Donc ici, on va rester très original, je vais l'appeler test, et bon, là-dedans il y a divers paramètres, j'en parle pas plus. Je vais générer ma collection, et automatiquement ça me fait une collection, et là ça me fait ce chemin-là, parce que évidemment je suis passé sur les paramètres, mais je peux le faire de manière différente, et que ça ressemble plus à quelque chose comme ça, si vous préférez avoir quelque chose comme ça. Là-dedans, je vais retrouver les deux seuls endpoints que j'ai définis dans ma spécification, à savoir aller lire tous les dinosaures et aller lire un dinosaure en particulier grâce à son identifiant. Je m'arrête sur la lecture de tous les dinosaures. Si je vais au survol ici, je vois base URL. Donc moi, je l'avais déjà prévu avant, mais quand on fait générer une collection depuis une API, ça met automatiquement ce base URL devant. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les variables, ou alors l'écraser et le mettre avec autre chose. Si je me mets dans un scénario où je commence par, ce qui est plutôt pas mal, créer la spécification avant de coder l'implémentation de mon API, je ne vais pas forcément avoir de endpoints sur lesquels taper pour avoir un exemple de réponse ici. Donc pour faire ça, on peut créer des serveurs de mock, donc pour donner des fausses réponses, et avoir une meilleure visibilité de ce à quoi peut ressembler le service. Soit on le fait via des services, sur le net il y a des choses qui proposent de faire ça, soit dans Postman, je peux créer un serveur de mock. Quand je crée un serveur de mock dans Postman, automatiquement ça me crée une collection qui lui est rattachée et qui est étroitement liée à celle-ci. À chaque fois que je vais rajouter des requêtes là-dedans, je vais ici pouvoir créer un exemple, ça s'appelle les exemples dans Postman. Si je le nomme default, automatiquement c'est ce qui va être renvoyé ici par mon serveur de mock quand je vais requêter l'URL correspondante ici. Sachant que le serveur de mock m'offre de base, est exposé sur une URL et je peux le requêter depuis n'importe où. Donc ça, j'en parle pas beaucoup plus parce que ça n'a pas vraiment de lien avec les API, mais ça peut être sympa si vous partez de la spécification et que vous avez besoin de montrer des exemples un peu plus précis à des utilisateurs. Donc pas forcément des développeurs, mais comme l'interface est assez user-friendly dans Postman, votre PO il vous demande d'avoir une visu de ce à quoi ça peut ressembler, vous n'avez pas encore fait le code, mais vous pouvez faire ce genre de choses. Attention vomi, hop. Petit résumé. On a vu comment concevoir et développer une API dans Postman, comment lui ajouter des éléments pour agrémenter la documentation, comment documenter cette API, comment faire du contrôle de version avec les API et la différence avec le contrôle de version offert sur les collections et les environnements, et comment utiliser éventuellement un serveur de mock sur une API. Je ne pose même plus la question. Ok, allez encore un petit peu plus loin. Bon, allez, je casse un peu les codes. Je commence par la théorie avant la pratique. Postman, je pense que vous l'avez compris, ça va vous permettre d'exécuter des requêtes et ensuite de recevoir une réponse. Dans Postman, il est possible d'écrire du code JavaScript avant l'exécution de votre requête qui va vous permettre de préparer votre requête et faire des choses. On va le découvrir ensemble. Après la réponse, je vais aussi pouvoir exécuter du code JavaScript. On l'a vu tout à l'heure au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ajouter une variable de collection avec ma réponse en fonction de ce qui est renvoyé avec l'access token. Tout ça, je vais pouvoir le faire encore une fois avec l'objet PM. Des petits mots time. Hop, collection. Je ferme un petit peu tout. Je reviens sur la partie collection. Et je vais aller par exemple sur la création d'un dinosaure. Je vais aller sur l'onglet Prerequest Script, qui est donc la partie qui me permet d'exécuter du code JavaScript avant d'exécuter ma requête. Là-dedans, je vais faire des choses avec l'objet PM. Ici, je vais mettre dans une variable d'un scope dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est le scope local, qui me permet, lui, de manipuler des variables qui vont exister uniquement pendant le cycle de vie d'une requête. C'est-à-dire que là, elle va être créée, une fois que je vais avoir ma réponse et que je vais avoir exécuté mes scripts dans la partie test, donc post-réponse, elle n'existera plus. Donc elle sera nulle part disponible dans mon environnement Postman. Donc ici, je vais lui mettre un prénom, Marty.
Je vais aller mettre dans mes variables d'environnement, ça n'a pas trop de sens, mais pour les besoins de la démo. Je vais aller lui mettre un nom de famille Rex. Je vais ensuite faire du code JavaScript qui va me permettre de créer le prénom, enfin de récupérer le prénom, de ma variable locale qui s'appelle firstName, mon nom de famille depuis mes variables d'environnement. Je vais construire un nom scientifique qui est la concaténation du prénom et du nom et qui se termine par Osorus. Ensuite, je vais aller mettre ce nom dans mes variables locales, dans une variable qui s'appelle name. Et je fais un petit console.log pour qu'on puisse débugger ensemble, parce que là-dessous, on peut faire un peu de debug. Dans mon body, je vais utiliser ici des variables qui, pour l'instant, ne sont pas valorisées. Mais quand je vais lancer ma requête, je vais passer par la partie preRequest script, et elles vont être valorisées à ce moment-là, elles seront donc prêtes, et je pourrai les utiliser dans mon body. Ensuite, je vais passer dans la partie test, je vais récupérer ma réponse, puis je vais exécuter le code qui est dans ma partie test, un console log qui m'affiche le nom de famille de ma variable d'environnement lastName. Ici, je nettoie cette variable d'environnement parce que effectivement, le nom de famille n'a rien à faire dans les variables d'environnement, et je vais réafficher une nouvelle fois cette variable d'environnement pour qu'on puisse voir ensemble que c'est bien nettoyé. Donc j'exécute ma requête, j'ai mon body, ma réponse, etc. Je commence par bien rentrer dans mon preRequest script. Qu'est-ce que j'avais demandé d'afficher? Le nom créé ici en mode JavaScript, et ici le nom qui va récupérer plutôt la variable locale dans Postman. C'est juste pour vous montrer que c'est la même chose, mais que celle-ci elle va me servir à faire des choses après. Ici, c'est le log qui tombe automatiquement dans Postman, c'est la réponse à l'appel à ma requête. Si je clique, je vois des informations de header, de body, et mes réponses. Ensuite, je vois la partie qui est exécutée post-réponse, qui m'affiche donc Rex qui vient de mes variables d'environnement. Si je rebascule ici, je nettoie Rex, et après je vois que la variable d'environnement a bien été effacée, puisque je fais un unset ici sur cette variable. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ici? Un tout petit peu moins de mains levées, c'est une partie qui est un peu plus connue des devs en général, celle-là, mais qui n'en est pas moins intéressante et qui me permet de préparer la partie d'après. Maintenant qu'on sait faire des choses, une fois que la réponse de notre requête est arrivée, on va pouvoir vérifier des choses, vérifier des informations en fonction de ce qui est arrivé dans mon body, vérifier mon code HTTP. Finalement, on va faire des tests automatisés. Je bascule sur la partie test, je vais aller voir par exemple la création d'un dinosaure, je vais exécuter cette requête, et ici on retrouve un onglet Test Result. Je fais un console.log, on n'a plus besoin, et là-dedans je vois qu'il se passe plusieurs choses. Je vais passer sur le code d'abord. Donc Postman, ça nous offre un cadre de travail qui va nous permettre d'exécuter des tests. Donc pm.test, voilà, ça va me lancer un test, et à l'intérieur, je vais pouvoir faire des assertions grâce aux fonctionnalités qui sont fournies par Postman. Donc ici, ça me fournit une assertion, ça me dit il faut que ma requête elle ait un statut, un code statut 201, parce que quand on fait un post, on va créer une ressource, on renvoie un 201. Je vais pouvoir valider mes entêtes. Je vais pouvoir valider ma réponse en disant je m'attends à avoir un objet. Je vais pouvoir valider plein de choses. Je vais pouvoir faire du test de contrat en disant je m'attends à avoir, je ne l'ai pas mis ici, mais je m'attends à avoir un identifiant en retour qui va être de type string. Je peux faire plein de choses. Si je vais ici, je peux faire de la validation de contrat de manière un peu plus élaborée en fournissant un schéma qui correspond à ce que je m'attends à avoir. Et en dessous, j'ai mis trois choses qui font exactement la même chose, mais des validations différentes, avec différentes librairies, TV4, HJV ou quelque chose que propose Postman. Si on a un schéma au format JSON, on peut vérifier comme ça. Postman, ça utilise la librairie d'assertion Chai. Si Chai vous fait vomir, vous pouvez éventuellement importer d'autres librairies, c'est un peu plus galère, mais vous pouvez prendre celle que vous préférez et vous l'utilisez à la place de Chai dans les tests. Voilà un petit peu comment on crée des tests automatisés là-dedans. Maintenant, si je passe
si je pars sur un scénario de test fonctionnel où j'ai envie de vérifier que je n'ai pas de régression, par exemple, avec tous mes endpoints qui sont déjà exposés, quelqu'un arrive, fait un nouveau développement, merge ça sur ma branche master et voir est-ce qu'il a cassé des choses ou pas. Et bien, je vais pouvoir faire exactement ce qu'on vient de faire, mais sur un scénario, par exemple, fonctionnel, comme maintenant. Donc là, j'ai organisé mes requêtes dans des dossiers. Donc dans les collections, je peux créer des dossiers et m'organiser un petit peu comme je veux. C'est pas obligatoire, mais là, je l'ai fait comme ça, pour que ce soit un peu plus... ce soit plus visible pour vous, ce que je fais ici. Donc là, je vais commencer par faire l'obtention de l'authentification, donc récupérer mon token. Ensuite, je vais balancer ce que j'appelle le scénario météorite, c'est-à-dire tuer tous mes dinosaures sur la planète. Dans ce scénario, je vérifie mes dinosaures et je m'attends, si j'ai tué tout le monde, après à ne plus avoir de dinosaures sur ma planète. Donc ici, je peux faire des tests qui me permettent de vérifier ça. Ensuite, j'enchaîne, je fais l'apparition des dinosaures, je fais naître 2 dinosaures ici, je peux vérifier des choses après en requêtant, en me disant maintenant je suis censé avoir 2 dinosaures, ce genre de choses. Je fais évoluer des dinosaures. Par exemple, je rebaptise un dinosaure et je peux m'amuser à vérifier que le dinosaure, si je le rebaptise, il avait bien les mêmes propriétés avant, maintenant que celles qu'il avait avant, sauf son prénom, par exemple. Et mon dernier scénario, un T-Rex fait un massacre et tue les 2 seuls dinosaures qui sont sur ma planète, et je vérifie que ces dinosaures ont bien été tués et n'existent plus dans mon scénario. Donc si je fais ça, je peux éventuellement lancer les requêtes une à la main, ou dans Postman, je peux ici cliquer sur la... Alors, on ne le voit pas très bien ici parce que je suis en zoom, je me permets de dézoomer 2 secondes, et il y a un petit play avec Run sur lequel je peux cliquer, donc pour runner ma collection, je rezoome, et qui me propose de lancer l'exécution des requêtes de ma collection dans l'ordre dans lequel elles sont placées actuellement. Et je peux dire si je le lance une fois ou 10 fois. Donc là, dans un scénario de type fonctionnel, moi j'ai envie de le lancer une seule fois. Je le run, ça exécute toutes mes requêtes, et là on voit toutes les requêtes qui passent avec tous les tests qui sont verts ou rouges. Bon, dans ce cas-là, heureusement, il n'y a pas de test rouge, donc tout passe, ça c'est cool. Mais ça reste dans l'enceinte de Postman. Et si moi je fais mon dev en local, éventuellement je peux le tester comme ça. Par contre, si je le faire à chaque fois, ça peut être un peu pénible. On a envie d'automatiser cette tâche. Quand on parle d'automatisation, on parle de CI. Il est possible de faire l'exécution d'une collection dans une CI en utilisant des interfaces en ligne de commande. Alors soit la Postman CLI, qui est arrivée récemment, soit peut-être que certains connaissent, les utilisateurs de Postman, Newman. Donc Newman, ça fait globalement la même chose que la Postman CLI, mais c'est historiquement la première qui est arrivée. Toutes les deux ont été créées par Postman. Newman est open source, Postman, elle, est propriétaire avec Postman. Postman, ça fait beaucoup de Postman. Postman CLI. Qu'est-ce que je disais? Newman. Newman, pour l'anecdote d'ailleurs, fun fact contextuel. Newman, quand ça a été créé, ça vient d'un personnage de Seinfeld qui est joué par l'acteur, pas que je dise de bêtises, Wayne Knight, qui est l'acteur du fils de John Hammond dans Jurassic Park. Vous savez, le mec un petit peu stéréotypé, très geek, qui pète un câble et qui décide d'arrêter la sécurité de Jurassic Park parce qu'il veut de l'argent et qui finit par se faire tuer par un dinosaure qui lui crache de l'acide au visage. Ouais, ça va, ça. Voilà, fun fact qui ne sert à rien, mais je l'ai lu ce matin. Alors, on continue. Donc, je peux utiliser Newman ou la CLI Postman. Hop, switch d'écran. Ici, j'ai préparé une action GitHub qui me permet donc d'exécuter des choses dans ma pipeline GitHub. Et là-dedans, j'ai mis 4 exemples. Je vous partagerai les sources après. Mes 4 jobs font la même chose, mais c'est vraiment pour partager, et puis vous choisirez l'option qui vous intéresse le plus. J'ai 4 jobs, 2 jobs avec Newman, qui font simplement un install de ma dépendance Newman, et qui run ma collection. Ici, je vais runner une collection qui est dans mon repository.
donc que j'ai exporté et réimporté ici, ou alors ici, une collection qui est, il est capable d'aller retrouver la collection via son collection ID sur le net, et je lui donne un API key pour m'authentifier. Les deux autres jobs avec la CLI Postman, donc c'est globalement la même chose, sauf que je commence par me loguer à Postman, et après je peux directement runner les collections, donc soit, encore une fois, dans mon repository, soit via son identifiant de collection, et il va le retrouver sur le net. Si je bascule sur mes GitHub Actions, bon, je ne le relance pas, mais j'ai une PR qui était prête. Automatiquement, j'ai déclenché mes actions sur un push d'une branche. Ici, je retrouve toutes mes actions sont passées. Je déplie, j'en prends une au pif, je clique là-dessus. Et là-dedans, je retrouve la partie Run API Test with Postman CLI, et c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure dans mon interface de Postman. À la fin, ça me dit tout est OK, ou il y a au moins quelque chose de KO, ça me sort un exit code qui me permet d'interpréter ça dans la CLI et de dire tu passes pas à la suite, et puis on peut faire des trucs un peu cool. Enfin, on peut faire ce qu'on veut après dans la CLI. Je rebascule là-dessus, on a parlé de test fonctionnel, et pour les plus observateurs, je ne sais pas si vous avez vu, ici, quand je fais Run la collection, il y a un onglet Performance. Alors ça, c'est arrivé avec la dernière version de Postman il y a quelques semaines, et c'est quelque chose qui manquait cruellement dans l'interface de Postman, et c'est cool qu'ils aient pu mettre ça. Alors déjà, je ne vais pas faire de boulettes, je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui qui est prêt pour faire des tests de perf, qui a une seule requête. Pour l'anecdote, je l'avais fait avec, quand j'avais testé, j'avais fait avec ça, et vous avez vu qu'au début, je commence par récupérer un token. Test de charge, test de performance, c'est quoi? C'est je vais bombarder mes API avec plusieurs utilisateurs en parallèle qui vont venir agresser tous mes services. Je suis sur un serveur d'authentification en mode gratos, j'ai explosé mon forfait de récupération de tokens, donc je ne le fais pas aujourd'hui. Donc test de performance, ici j'ai une URL avec un service qui est dédié, que j'ai appelé /perf, qui n'a pas d'authent, c'est pas bien, mais c'est pour les besoins de la démo. Je clique sur mon test de perf, je clique sur ma collection, je vais sur la performance, je choisis un nombre d'utilisateurs virtuels qui vont venir agresser mon API en parallèle, je dis que je veux sur 1 minute, soit je me mets en mode fixe, soit je me mets en mode ramp-up, ça veut dire que au fur et à mesure du temps, il va y avoir de plus en plus d'utilisateurs qui vont venir agresser, requêter mon service. Je clique sur Run, pendant que ça tourne, ça va me sortir des petits schémas, etc., on va les détailler après. Cette partie-là n'est pas disponible dans la CLI Postman. C'est-à-dire que ça, je ne peux pas le lancer dans ma CLI. Donc ça, c'est un peu embêtant, parce que moi, j'ai envie de pouvoir sortir ça directement dans ma CLI, et puis voir si j'ai pété des choses de manière à avoir un feedback instantané. On va voir comment on peut faire juste après pour pallier à ce problème-là. Donc là, il se passe des choses. On voit la ligne bleue qui correspond à mes temps de réponse, qui sont plutôt excellents là, 17, hop, 114 millisecondes, il y a eu un petit pic, mais rien de grave. Donc même si le nombre d'utilisateurs augmente au fur et à mesure du temps, je vois que mon API elle tient plutôt bien la charge. La barre rouge qui est en bas représente le taux d'erreur de requêtage, enfin le taux d'erreur de mes appels. Donc ça veut dire que soit mes tests ne sont pas passés, si j'avais eu des pourcentages, soit mes tests ne sont pas passés, soit mon API elle est sous l'eau et elle ne peut même plus répondre. Bon, je laisse tourner et on arrive au bout. Voilà. Je n'ai pas plus de choses à vous montrer là-dessus, mais c'est pas mal pour avoir un feedback instantané et être dans Postman, et rester dans Postman. Maintenant, si je veux l'intégrer dans une CI, je vais pouvoir utiliser un autre utilitaire. Donc, par exemple, moi j'ai K6 qui me permet de faire des tests de charge et qui me permet de faire exactement la même chose avec de la configuration un peu plus poussée. C'est-à-dire que je vais pouvoir sélectionner des utilisateurs, mais faire différents seuils. Au début, j'en ai beaucoup, puis ça diminue, etc. Il y a plein de choses à paramétrer là-dedans, qu'on peut paramétrer. Je rebascule sur mon code. Je vais là. Déjà, pourquoi je vous parle de K6 ? Non seulement ça répond à la problématique de charge,
de tests de charge, mais en plus, on peut, via un utilitaire, facilement exporter une collection de Postman et la transformer en script Cassis. Donc il y a un petit peu d'adaptation à faire, on lance pas directement la collection comme ça, mais cet utilitaire permet de nous faciliter la vie pour le transformer en script Cassis. Ici, j'ai un bout de mon script, j'ai une partie setup qui ici est exécutée une seule fois au moment où je vais lancer mes tests de charge. Donc là, je ne suis pas inquiet, je vais pouvoir récupérer mon token et je ne vais pas saturer mon serveur d'attente. Et là-dessous, je lance une seule fois, je lance une requête, voir tous les dinosaures, à laquelle je rajoute dans mon autorisation mon bearer token, qui est chargé ici, et en fonction du retour de cette fonction setup. Donc là, je vais lancer mon scénario Cassis. Ici, ça m'exécute Cassis. Je passe au-dessus. Il se passe des choses. Je remonte un petit peu. J'ai configuré les informations pour lancer mon script Cassis avec 10 utilisateurs virtuels au maximum en même temps. Et je dis que je veux avoir 100 itérations sur ma requête. C'est-à-dire qu'ils vont faire en gros 10 en parallèle 10 requêtes. Je descends, je vois plein de métriques. Je vais me concentrer sur deux métriques, le temps de réponse de la requête, moyen, minimum, pourcentage, etc. Il y a plein d'informations, et le taux d'échec. Ici, j'ai un taux d'échec à 0%, et j'ai des temps de réponse qui sont globalement bons. J'ai paramétré dans ma configuration Cassis des seuils pour dire je veux que tu pètes si jamais mes temps de réponse sont mauvais, donc dépassent un certain temps. Je veux que tu pètes si mon taux d'erreur est au-dessus de, je crois que j'ai mis 0,01%. Donc là, tout se passe très bien. Dans ce scénario, c'est OK. Je vais lancer le scénario Cassis Thanos, qui va normalement beaucoup moins bien se passer. Là, j'ai 200 utilisateurs. Déjà, on voit que ça pète, c'est pas très bien. J'ai 200 utilisateurs. Bon, je remonte pas, c'est trop haut. J'ai 200 utilisateurs. Ah si, on le voit là, pardon. J'ai 200 utilisateurs virtuels en parallèle qui agressent mon API et qui ont lancé 2660 requêtes hyper rapidement. Donc là, on est sur du 245 requêtes par seconde. Je regarde mon temps de réponse. Mon temps de réponse, à côté, j'ai une petite croix rouge. Pareil pour mes erreurs. Et là, j'ai dépassé les seuils que j'avais fixés avec Cassis. Bon, en vrai, c'est pas si mal, je trouve, de 51% d'erreurs vu ce qui vient de me tomber dessus. Mais voilà. Donc là, on peut facilement configurer quelque chose avec Cassis et l'intégrer dans une CI. Et ça c'est plutôt intéressant. Hop, hop, switch. On a parlé de tests et je vous ai pas parlé de test first. Ce qui va être intéressant avec l'approche que je vous ai montrée et les tests automatisés qu'on crée dans Postman, on va pouvoir commencer par créer les tests avant de développer l'implémentation de notre code. Et ça se fait de manière assez rapide et simple dans l'interface Postman. On a vu qu'on pouvait faire des tests de non-régression et des tests fonctionnels. On a vu des tests de charge dans Postman et avec Cassis. Et on a vu qu'on pouvait intégrer tout ça dans une pipeline. OK. La démo s'arrête par là, mais si vous voulez aller encore plus loin et atteindre le niveau Super Saiyan Buzz l'éclair, il y a du monitoring dans Postman. Le monitoring, c'est quoi? C'est exécuter une collection. Vous choisissez, par exemple, je vais l'exécuter tous les matins à 9h. Elle va se runner en background, vous n'avez pas besoin de regarder, et vous allez avoir des feedbacks qui vont arriver par mail et vous dire, voilà, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé. Les flows Postman, c'est quelque chose qui est arrivé récemment avec lequel j'ai pas encore joué, mais en gros, il y a une interface graphique qui vous permet de connecter plusieurs API, utiliser la réponse de la première API, utiliser ces réponses, faire des choses avec les différentes API, mettre des graphiques. Ça a l'air sympa sur le papier, mais j'ai pas vraiment joué avec. Mais vous pourrez. Aller plus loin dans les fonctionnalités de Postman. Donc là, j'ai quasi survolé beaucoup de fonctionnalités quand même, mais c'était du survol et je me suis mis dans les conditions qui m'intéressaient bien pour la démo. Mais il y a plein de choses qui sont un peu sioux avec Postman et c'est toujours bien de manipuler pour voir comment ça réagit. Et comparer avec d'autres outils. Tout ce que je vous ai dit sur Postman, c'est vrai, mais il y a d'autres outils qui peuvent le faire aussi, et en tout cas
une partie des fonctionnalités que propose Postman. Un qui est très connu, c'est Insomnia, par exemple. Il y en a un autre, Hopscotch ou Hopscotch, merci, qui lui anciennement s'appelait Postwoman, qui est donc s'est déclaré officiellement en concurrent de Postman il y a des années, et qui était plutôt open source et qui a été renommé Hopscotch récemment. Et j'en ai pas d'autres en tête, mais voilà, il y en a sûrement d'autres qui peuvent faire à peu près la même chose. Allez, on résume un petit peu tout ce qu'on a vu sur la presse aujourd'hui. On a vu comment construire des requêtes, on a vu comment jouer avec les variables au sein de l'environnement Postman, on a vu comment on pouvait collaborer ensemble au travers de l'environnement Postman, on a vu comment concevoir des API, utiliser éventuellement des serveurs de mock en fonction de nos besoins, on a vu comment écrire des scripts, comment, dans ces scripts, pouvoir écrire des tests automatisés qu'on pouvait également intégrer dans notre pipeline. Cette fois-ci, je vous pose la question en mode inverse. Est-ce que quelqu'un n'a rien appris dans cette salle aujourd'hui? Challenge réussi. Je vous file quelques ressources. Je ne détaille pas ça. Dedans, il y a le repo qui contient toutes les collections. Je ne suis pas passé dans toutes les requêtes des collections, mais j'en avais préparé beaucoup. Et voilà, il n'y avait pas le temps de passer là-dedans. Je vous filerai les slides, je ne sais pas comment on peut faire ici, mais je vous les passerai. Et le repo est bien sûr public. Et je crois que c'est le moment de vous remercier. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, c'est le bon moment. Il reste 3 minutes. Il y en a une là-haut, je crois. Oui, bonjour. Merci. Oui, vas-y. Merci pour la presse, Alain. Une question concernant la synchro de la collection avec un repo comme GitHub. Tu as montré qu'effectivement, tu pouvais lancer Newman à partir d'une collection dans ton repo ou sur le site ou hébergé chez Postman. Est-ce qu'il est possible de synchroniser sa collection avec un repo? Je ne crois pas. Pas dans la partie collection. Alors, ce qui est la partie ici, là, tu les synchronises pas avec un repo. Ça marche pas comme ça. Tu as le contrôle de version que j'ai montré avec le principe de fork, mais c'est vraiment interne à Postman. Si tu veux synchroniser des collections, tu peux tricher un petit peu et connecter ton API ici à un repository. Et toutes les collections que tu vas ajouter à ton API, elles peuvent être versionnées sur GitHub, par exemple, et tu peux les récupérer comme ça. Mais tu peux pas dans la partie collection. Ce qui est dommage. Ça aurait pu être cool de faire ça. Yes, j'ai pas entendu, mais j'ai entendu merci, donc ça m'a l'air d'être OK. Yes. Moi j'avais 2 questions. Une question qui vient d'être posée et l'autre c'était surtout niveau sécu par rapport au compte. Est-ce que c'est bien sécurisé ou quoi? Tu veux dire quelqu'un qui est connecté, qui va accéder aux collections là? Parce que les collections, elles sont sur le serveur de Postman. Ouais, c'est ça. Alors c'est sécurisé dans le fait où tu es obligé de te loguer pour pouvoir accéder au workspace. Donc les collections, elles sont accessibles en fonction du workspace. Et le workspace, lui, il est uniquement partagé en fonction de ce que tu configures là-dedans. Et moi, j'ai dit, les seules personnes qui peuvent voir ce workspace-là, c'est cette équipe-là et cette personne. Et si les membres de l'équipe ou la personne qui est là ne se connectent pas à l'environnement Postman, ils ne peuvent pas requêter, ils ne peuvent pas accéder à ce workspace-là. Sauf si tu fais des workspaces publics que tu peux faire. Et Postman, par exemple, ils en ont plein. Et là, n'importe qui peut aller dessus et regarder ce qu'il y a dedans. Mais par contre, ils ne peuvent pas modifier, évidemment, dedans. Mais tu peux forker et jouer avec les collections. Ça marche, merci. De rien. Il n'y a plus de temps. Merci pour la présentation. Déjà, c'était très éclairant. Ça rejoint un peu la question d'avant. Du coup, est-ce que même, par exemple, en version payante de Postman, il existerait la possibilité, parce qu'on a des données qu'on considère sensibles, d'avoir une instance privée de Postman installée sur un serveur d'entreprise, par exemple? Ça, alors, je sais pas si on peut dire instance privée vraiment, mais tu peux faire exactement le même principe et vraiment personne peut avoir accès à ton workspace sauf les personnes qui sont autorisées. Donc là, par exemple, sur ma mission actuelle, c'est ce qu'on a. On a la version payante. Il y a plein de gens qui peuvent rejoindre ces workspaces-là. Personne peut les voir tant que les gens se connectent pas et vont pas dessus. Donc normalement, ça c'est plutôt sécurisé. Et petit truc en plus là-dessus. C'est hyper limité sur la version gratuite sur le nombre de personnes qui rejoignent des équipes. Alors, je crois que c'est 2 ou 3.
Mais, petit tips, on peut avoir des connexions simultanées avec un même compte. Donc j'ai testé avec deux. Donc par exemple, Buzz l'éclair est connecté ici. Si un de vous se connecte avec le compte Buzz l'éclair, on peut jouer en même temps et modifier les collections. Donc on peut avoir une équipe avec, admettons, 3 comptes, et sur ces comptes-là, les partager entre 3 personnes, par exemple, et avoir du gratuit jusqu'à 9 personnes. Voilà. J'espère que Postman ne nous écoute pas. Pas d'autres questions? Bon, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Bonne journée.